Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais approcher les catégories de la douance dans la perspective de la non-dualité. Alors, pour rappel, quand on parle d'intelligence, on cherche à qualifier et à décrire une certaine capacité à traiter de l'information et notamment aussi à jongler avec les concepts et les niveaux d'abstraction, avec les représentations. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que il y a une forme de doxa dans le développement personnel contemporain qui consisterait à dévaluer l'intellection, à dévaluer la réflexion, la rationalisation, la logique, et voire même à dévaluer les concepts et l'abstraction au profit de ce qu'on nommerait le ressenti, l'émotionnalité, l'affect, la sensitivité corporelle, hein, comme si finalement le mental et tout ce qui s'y rattache était associé à l'ego ou à l'erreur ou à l'ignorance, au mirage. Et c'est pour moi une préconception qui peut être fallacieuse parce que ce qu'on appelle le mental en général, ce n'est pas tant notre capacité à naviguer dans les concepts que le biais d'identification à des pensées, à des formes et à des croyances. D'un certain point de vue, on pourrait dire que le mental n'existe pas indépendamment des objets et des pensées qui traversent notre champ de conscience. Ce qu'on décrit comme, comme le mental, par exemple dans des approches de type bouddhiste, tantrique ou gnostique, c'est tous ces phénomènes de l'esprit, qui soient des représentations, des images, des croyances, des phrases, qui apparaissent dans notre champ de conscience, mais qui ne sont pas questionnées ou qui ne sont pas distanciés, qui ne sont pas mis à distance. Et de ce fait, ils agissent comme un filtre qui nous fait percevoir la réalité d'une certaine manière, comme si les catégories du mental étaient projetées sur la réalité extérieure. Et donc, il y a comme une déformation de la perception que nous avons de nous-mêmes ou du monde extérieur, du fait que ces formes pensées, ces formes mentales, ces formes énergétiques, ne sont pas reconnues en tant que telles, mais sont prises comme étant adhérentes à la réalité qu'on observe. Pour prendre une métaphore que j'utilise souvent, un peu comme si vous portiez sur votre nez des lunettes possédant des verres colorés ou déformants, mais que vous ignoriez que vous possédez ces verres, et donc vous perceviez la réalité comme étant colorée ou déformée de manière intrinsèque. Donc, ce qui est questionné dans les approches spirituelles, quand on dit c'est le mental qui nous possède, en réalité, c'est pas tant le mental qui pose problème, si tant est encore une fois qu'il existe, c'est pas tant telles les formes mentales qui posent problème que le fait qu'elles ne sont pas reconnues comme telles. Parce que la réalité de l'expérience manifestée, c'est un ensemble de phénomènes qui vont être catégorisés comme étant par exemple des sensations, des perceptions, de l'émotion, des pensées, des souvenirs, des projections. Mais au fond, toutes ces catégories ne sont que des manifestations de l'esprit, hein, des certaines qualités de l'expérience. Et on pourrait tout à fait regrouper toutes ces catégories
comme des manifestations dans le champ du mental, dans le champ de l'esprit. La souffrance, elle est créée essentiellement par ces identifications. Ce que je vais croire être le passé, ce que je vais croire être le futur, ce que je vais croire comme étant malveillant, bienveillant, ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais pas dû faire, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est faux, ce qui est vrai. Toutes ces catégories, finalement, vont m'hypnotiser, m'enfermer dans la perspective qu'on appelle l'ego. Donc, en réalité, il ne s'agit pas de vider l'espace de la conscience de ces contenus, mais plutôt de repérer ces contenus comme étant séparés de ce que je suis ou de ce qu'est l'autre. Donc de voir, de reconnaître que ces filtres agissent et de les reconnaître comme tels. Et c'est ça, être dans une forme de pleine conscience ou de clarté, de la confiance. Être dans la clarté, c'est ne plus confondre, c'est discerner. Discerner, c'est séparer. C'est repérer que là, je suis par exemple dans un mécanisme de défense ou de projection. Là, je suis dans la confusion. Là, je suis dans l'adhérence à une croyance que je prends, que je n'interroge pas, que je ne questionne pas, etc. Et dans cette approche, je vais avoir envie de définir l'intelligence comme étant un esprit clair, c'est-à-dire un esprit qui n'est pas possédé par ces jeux de forme et de lumière qui nous possèdent. Un mental clair, c'est un mental transparent qui se laisse traverser sans être possédé par les préconceptions de la personnalité, les blessures du passé, les croyances défensives, les modes de survie auxquels, en général, notre personnalité est identifiée. Enfin, auxquels nous sommes identifiés et qui constituent notre personnalité. Et dans cette acception, finalement, un mental va avoir d'autant plus d'amplitude et de liberté qu'il va être désidentifié. Et la désidentification va dépendre notamment de notre capacité à sortir des dualités. Puisqu'une vision duelle, c'est toujours une vision qui va séparer et qui ne va pas reconnaître l'unité sous-jacente à tous les événements ou à toutes les formes qui se manifestent. Et c'est précisément ce qui est testé dans les cabinets de psychologie lorsqu'on va passer des tests dits de QI, comme le WAIS par exemple, qui vont, à travers des questions, tester notre capacité de regrouper des phénomènes, des événements, des concepts apparemment opposés sous des catégories plus vastes. Je vous prends un exemple. Une des questions qui peut tomber par exemple à l'occasion de ces tests, c'est quel est le point commun entre une inondation et une sécheresse. Donc au premier abord, on va dire à un certain niveau de représentation, ça n'a rien à voir. Il y a un cas, c'est un déferlement d'eau, et dans l'autre cas, c'est une pénurie. Mais la catégorie qui contient ces deux événements, ça va être catastrophe naturelle en lien avec l'eau, par exemple. Donc là, on a une catégorie qui englobe en fait deux sous-catégories apparemment opposées. Et quand on parle de non-dualité, on parle de la compétence à adopter un regard qui inclut toutes les différences et les séparations et les oppositions sous une catégorie unique. Cette catégorie unique dont témoignent les mystiques, ils vont l'appeler Dieu, ou la vie, ou la conscience, ou l'énergie, ou l'amour, ou la vacuité, ou l'esprit. Mais
le regard ouvert du mystique lui fait voir que derrière l'apparente danse des phénomènes séparés et impermanents, il y a une forme de permanence et d'unité qui est le fondement de toutes les manifestations en mouvement de l'esprit. L'image qui est souvent donnée, c'est celle de l'eau et des vagues. Les vagues peuvent être prises comme des objets séparés, mais si je les reconnais comme étant toutes constituées de molécules d'eau, eh bien j'ai reconnu que l'unité, tout est manifestation de l'eau, hein, ou les nuages sont manifestations de l'air et des vapeurs d'eau. Donc, reconnaître qu'il n'y a pas de séparation entre les manifestations, c'est cette capacité d'abstraction, de s'abstraire du champ de l'illusion. Hein, s'abstraire, c'est quelque part sortir, faire un pas en arrière. Et c'est exactement ce qui est évalué dans les tests de QI actuels. Alors, dans ces tests, ces tests ont permis de créer des échelles et de répartir, disons, la population dans des différentes catégories. Pour rappel, donc, l'échelle de Wechsler, elle est développée autour d'une gaussienne qui dit que le QI moyen de la population est par exemple à 100 et que la population se répartit dans des classes qui se répartissent selon une gaussienne, une courbe en cloche. Hein. Et le milieu de cette courbe, la moyenne de cette courbe est à 100 et la largeur de cette gaussienne est caractérisée par un nombre qu'on appelle l'écart type, qui est en général de 15 dans les échelles de QI les plus utilisées. Ça veut dire que, en gros, à peu près 70% d'une population va être contenue dans un espace, dans un créneau de quotient intellectuel compris entre 85 et 115. Ensuite, on va parler de haut potentiel intellectuel, HP ou HPI, à 2 écarts types de la moyenne, c'est-à-dire à plus de 130. Donc on considère que là, c'est à peu près 2,5% de la population qui est au-dessus de cette limite. On va parler après de très haut potentiel intellectuel à 3 écarts types, c'est-à-dire à plus de 145. Et là, on est autour de une personne pour 1000, 0,1%. Et on va parler de très très haut potentiel, au-delà de 160. Et là, on est vraiment dans des proportions encore plus infimes. Et la raison pour laquelle j'avais envie de vous proposer cette lecture, c'était d'approcher finalement ces mesures et ces catégorisations d'une manière un peu dynamique, comme s'il s'agissait en réalité de développer un regard qui puisse être mobile, circuler au long de notre expérience de la réalité, enfin du monde. Et on pourrait y voir une analogie avec, par exemple, la perspective la symbolique des chakras, des centres d'énergie. Par exemple, le premier centre, le centre sacré, représente un point de vue complètement identifié à la matière. Je suis dans le mouvement, je suis un être vivant qui défend sa survie, prend soin de ses besoins vitaux. Le point de vue du 7e chakra, le chakra de Sahasrara, serait le point de vue complètement désidentifié. Je suis tout, il n'y a plus de différence entre moi et toi. C'est la même expérience considérée depuis une perspective différente. Et donc, circuler dans les chakras, ou ouvrir un chakra, comme on le dit quelquefois, ça consiste à être disponible à cette perspective de la réalité. Donc, une personne dont tous les centres ont été ouverts est capable à la fois
de vivre complètement identifié à son corps au niveau du premier chakra, mais aussi de vivre complètement dans la communion avec le cosmos à travers le 7e chakra. Et la compétence est donc de pouvoir respirer, naviguer entre toutes ces perspectives sur la réalité. Une autre échelle qui est utilisée dans la Kabbale, c'est l'arbre des séphirotes, l'arbre de vie, qui décrit à travers les différentes, à travers chaque séphira, un point de vue sur la réalité ou un niveau de concrétisation de l'énergie. Depuis Keter, la couronne, qui est le niveau le plus... le niveau du Père ou du pur être, sans séparation, jusqu'au niveau de Malkout, le niveau du monde, qui est celui de l'identification et de la matière. Pour décrire ces différents niveaux, et j'avais envie de vous proposer une métaphore toute simple qui serait que on pourrait dire que le fonctionnement normal ou moyen, donc on pourrait dire ce qu'on appelle les normaux pensants ou les neurotypiques dans les catégories de la douance, les personnes qui seraient dans des mesures de QI comprises entre 70 et 130, seraient comme des personnages de jeux vidéo qui vivraient complètement identifiés à leur personnage, à leur scénario, à leur histoire, à leur univers. Ça peut être un jeu de rôle post-apocalyptique, ça peut être une enquête policière, ça peut être un jeu de sport, un gestionnaire de club d'écurie de Formule 1, peu importe. Mais le personnage du jeu vidéo est complètement identifié à son identité et à son univers. Il ne le questionne pas. C'est aussi le niveau qui est décrit, par exemple, dans la série Matrix, de la vie illusoire dans la matrice. Les personnages sont complètement dans leur identité, ne questionnent pas la réalité de l'univers dans lequel ils vivent. Le niveau HPI, donc haut potentiel, donc à 2 écarts-types au-dessus, ce serait ce saut qui nous fait sortir de la matrice. C'est le moment où Néo prend la pilule rouge, accède à la réalité et voit que ce n'est qu'un décor et que la réalité est ailleurs. Il habite alors son vrai corps organique, il le libère, et le corps de Néo dans la matrice n'est quelque part qu'un personnage de jeu vidéo piloté par le joueur qui est hors de la matrice. C'est donc la métaphore à ce niveau-là, c'est celle du joueur qui est hors du jeu. Il y a une partie de lui qui est identifiée au personnage du jeu, mais une autre part sait que ce n'est qu'un jeu, que ce n'est qu'une illusion, et qu'il peut arrêter de jouer sans que son existence même soit mise en cause. Alors, ce niveau-là, il est très attaché néanmoins au personnage, mais il a une latitude par rapport au fonctionnement. Donc il y a une capacité de prendre du recul par rapport à la réalité des phénomènes. C'est aussi le niveau où je suis capable d'adopter la perspective d'un autre être humain. Je ne reste pas collé à ma croyance. Je ne sais pas, quand je suis dans une rupture amoureuse, par exemple, je suis capable de comprendre la perspective de l'autre et de voir qu'en réalité, ce n'est pas une mauvaise personne, il ou elle ne m'a pas trahi, elle a simplement cherché à sauver sa peau, elle s'est protégée, que les jugements étaient que la manifestation de la souffrance, etc. Donc c'est un niveau qui, quelque part, permet une mise en lien et un peu plus de douceur dans notre compétence à encaisser les hauts et les bas de la vie. Donc ça serait la catégorie HPI. Le niveau suivant, niveau qu'on appellerait dans les échelles de douance le niveau THPI ou THP, très haut potentiel,
ce serait le niveau de l'architecte ou du programmateur du jeu. C'est le niveau qui non seulement voit le jeu, voit les joueurs, et même voit comment les joueurs participent au jeu, mais connaît également toutes les lignes de code de l'univers, toutes les histoires sous-jacentes. Il voit, il reconnaît la réalité non seulement de ce jeu particulier, mais de tous les jeux. Et donc, il a une forme de facilité à naviguer dans des univers différents. On pourrait dire que c'est un programmateur ou un architecte qui est capable de créer autant un jeu d'aventure qu'un jeu d'action, qu'un jeu de sport. Il voit que ce ne sont que des univers et des cosmos différents, mais que leur unité, c'est les lignes de code. Que quel que soit le monde qu'on va inventer et programmer, eh bien, il est constitué de la même essence, à savoir des lignes de code, des 0 et des 1. C'est le niveau qui est décrit dans Matrix, lorsque Neo atteint son apothéose, ou sa réalisation, et qu'il voit directement à travers les paysages de la matrice les 0 et les 1. Et il voit directement le code. Et à partir de là, il est libre du conditionnement du jeu. Il voit qu'il peut reprogrammer le jeu. Le joueur, le niveau précédent, le niveau HP du joueur, il est encore dans le jeu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas hacker complètement le jeu, peut-être à la marge, mais il ne peut pas hacker le fonctionnement de la matrice. Il y participe tout en sachant, tout en étant libre de l'illusion de la réalité de cette matrice. L'architecte, lui, il peut hacker, il peut changer la réalité. Il voit que, en fonction de ses propres préférences, il va pouvoir ajuster la réalité. Il va pouvoir agir dans le réel. Et là, on est aussi dans les niveaux d'écoles spirituelles qu'on va appeler quelquefois les écoles qui vont mettre l'accent sur notre capacité à créer la réalité, à influer sur la réalité à partir de la magie, à partir de certaines lois spirituelles, de projection, de changement, d'ajustement de la réalité, donc du code de la réalité. Ça serait le niveau THP, THPI. Alors, quel serait le prochain niveau? Si on est sur une échelle comme ça de 4 niveaux, on pourrait décrire le niveau supérieur, le TTHPI, comme un niveau qui serait une forme de méta-architecte, mais qui ne ferait plus de différence entre ce qui est effectivement programmé et ce qui ne l'est pas. Un endroit où je suis en contact avec tous les jeux possibles et imaginables, où il n'y a plus de différence entre ce qui est réel ou manifesté, programmé, et ce qui est simplement possible, où il n'y a plus de différence entre une pensée et la matière, où il n'y a plus de différence entre énergie et conscience, où il n'y a plus de différence entre être et non-être. C'est le niveau auquel témoignent des sages ou des mystiques comme Ramana Maharshi, par exemple, quand on lui demandait quelle est la vérité ultime, où il disait la réalité ultime, c'est il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de libération de la souffrance, il n'y a pas de chemin permettant de sortir de l'ignorance, parce qu'il n'y a pas d'ignorance, il n'y a pas de libération, parce qu'il n'y a pas de samsara, et il ne s'est jamais rien passé, rien n'a jamais bougé ou changé, seul existe le divin, l'absolu. C'est un niveau où il n'y a plus que l'unité, au-delà même
des manifestations de l'être et du non-être. Et ça pourrait être une analogie, voilà, avec le niveau TTHPI, qui n'est même pas décrit alors dans ce cas-là, à ma connaissance, en tout cas dans le film Matrix, mais parce qu'il échappe finalement à toute représentation. C'est le niveau qui correspondrait dans les états de la conscience au quatrième état décrit par les yogis, qui est au-delà des trois autres états qui sont l'état de rêve, l'état de veille, l'état de rêve et l'état de sommeil profond. L'état de veille, c'est le niveau qui est le plus éloigné de la réalité, c'est celui du personnage dans le jeu, c'est celui dans lequel évoluent la plupart des personnalités dans cette réalité-là. Le niveau du rêve, c'est « je sais que ce n'est qu'une illusion », donc c'est le joueur qui reconnaît que ce jeu est une simulation, mais qu'il n'est pas identifié. C'est cette réalité, l'état de veille est vu comme un cas particulier d'état de rêve. Le niveau suivant, c'est l'état du sommeil profond, c'est-à-dire l'état qui contient les possibilités de rêve ou de non-rêve. Et le niveau ultime, c'est celui qui inclut, qui ne fait plus de différence entre conscience non manifestée, donc conscience sans objet comme dans le sommeil profond, et conscience manifestée dans les états de rêve ou de veille. C'est-à-dire que tout se résorbe au-delà de l'être et du non-être, au-delà du temps, de l'espace. Voilà, il n'y a plus même de temps où il y a de la manifestation et des temps où il n'y a pas de manifestation. Le sommeil profond, identifié comme un temps particulier du cycle de la vie, est encore inscrit dans le temps. Mais quand il est reconnu comme étant lui aussi une manifestation d'une réalité sous-jacente encore plus abstraite, ce fameux quatrième état, eh bien, il y a résorption de toutes les catégories, toutes les dualités, les oppositions entre les différentes catégories de l'espace, du temps, et en particulier la résorption entre être et non-être, manifesté, non manifesté, présence, absence. Voilà. Donc, c'est intéressant de regarder le fonctionnement de notre mental selon ces catégories de clarté et d'identification. Donc un mental clair, un mental fluide, c'est un mental qui finalement est complètement ouvert à toutes les inspirations, et donc qui va chanter le divin, qui va être canal direct du divin sans avoir besoin finalement d'être attaché à des savoirs ou à des comportements particuliers ou à des routines ou à des défenses. C'est le mental du mystique ou du saint qui est habité, qui est vide de lui-même, disponible pour être habité par ce qui est instant après instant. À ce niveau-là, je pensais également à cette scène dans le film Amadeus, où ce dialogue entre Salieri et Mozart, où Salieri harcèle Mozart pour qu'il achève son requiem, et Mozart lui dit « mais de toute façon il est terminé, il est là dans la tête, il est prêt ». Et Mozart effectivement vit à ce niveau de communion avec l'être, dans lequel finalement, que ça soit manifesté ou pas, sait que la musique existe dans sa tête, ou qu'elle soit matérialisée dans la réalité de Salieri. Il n'y a pas de différence pour lui. Il vit dans le chant du cosmos, dans la symphonie des sphères. Salieri, lui, qui est identifié à
à sa colère, à sa haine et à son désir de vengeance, ne peut pas sortir de cette dualité. Ça existe ou ça n'existe pas. Donc, ma compréhension, c'est que même si ces tests aujourd'hui ne représentent pas du tout la perfection, il y a certainement plein de biais culturels, sociaux, voire peut-être même politiques dans ces tests, mais symboliquement, il y a une forme d'analogie pour moi entre cette capacité à circuler à différents niveaux de la réalité et un mental clair et libre de croyances, d'attachement émotionnel, d'attachement formel, d'attachement cognitif. Et ce mental clair, qui est une forme de disponibilité, d'ouverture, sans jugement, sans préférence, sans rejet ni agrippement, c'est aussi une manifestation de l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est cet espace dans lequel ce qui est n'est pas questionné, parce qu'il est reconnu comme étant juste une manifestation de l'unité. Voilà, c'était quelques divagations autour de ces catégories de la douance. Donner quelques pistes comme ça d'exploration qui peut-être vous donneront le goût d'explorer à quel endroit vous vous sentez dans cette colonne de centre d'énergie ou de perspective. J'aime à penser que c'est un système qui est dynamique et que chacun d'entre nous a la possibilité de vivre et de naviguer à différents niveaux, pour peu qu'à un endroit, la partie la plus haute de nous-mêmes choisisse finalement de se donner cette autorisation de circuler. Et qu'un mental complètement clair et transparent est disponible à faire advenir tous les miracles. Et à partir d'un endroit qui est en paix, qui est aimant, qui est inspiré et qui ne sépare plus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les adresser, notamment dans les champs commentaires. J'y répondrai soit directement dans le texte, soit à l'occasion de nouvelles vidéos. Et puis, si vous êtes intéressé par l'exploration concrète de ces niveaux, sachez que c'est une large part de ce que nous explorons dans les groupes, que ce soit dans les groupes de Navatantra ou dans les groupes Psychélium. On utilise beaucoup les représentations, les sensations, les émotions, non pas pour les... non pas toujours en tout cas pour les modifier ou agir dans la matrice, mais aussi quelquefois simplement pour les contempler et nous libérer de l'illusion de leur réalité séparée ou indépendante. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.